Cet été-là, dans le comté de Wexford, commença comme tous les autres, avec cette chaleur familière, cette odeur de terre et de bois propre aux forêts du Michigan flottant dans l'air. Tante Janet et oncle Robert, qui n'avaient jamais eu d'enfant, semblaient toujours ravis de m'accueillir. Peut-être était-ce pour cela qu'ils faisaient ranger toujours tant d'histoires à mon arrivée. Mais cette fois, dès le départ, quelque chose était différent. Janet n'était plus là, emportée l'année précédente par quelque chose de cruel et de rapide. Je n'avais pas pu assister aux funérailles, la distance et la logistique étant trop compliquées à gérer pour ma famille. Mais je me souvenais d'elle parfaitement, de son rire cristallin qui résonnait dans la prairie derrière la maison, se mêlant au bruissement des feuilles sous le vent. Oncle Robert m'avait invité à revenir pour l'été, peut-être pour s'occuper l'esprit, ou peut-être, pensait-il, que j'en avais plus besoin que lui. La prairie, autour de leur maison, était restée la même, vaste et dorée, bordée par une ligne d'arbres si sombre, sous certains angles, qu'il semblait noir. J'avais toujours aimé cet endroit enfant, mais l'été de mes 12 ans, mon dernier été là-bas, avait laissé une ombre sur ses souvenirs. Le premier matin débuta comme d'habitude. Après une arrivée tardive et une nuit de sommeil profond, je fus réveillé par le chant des oiseaux et l'odeur du café flottant depuis la cuisine. Tante Janet et oncle Robert, c'était avant qu'elle ne nous quitte, étaient rayonnants lorsqu'ils m'annoncèrent qu'ils avaient une surprise pour moi. L'arbre se dressait à la lisière de la prairie, ses racines profondément ancrées dans la terre, comme s'il avait toujours été là. Mais la surprise n'était pas l'arbre en lui-même, c'était la petite construction nichée dans ses branches. Une cabane, rien de très sophistiqué, juste un petit abri avec quelques fenêtres, mais je l'adorais instantanément. Je passais la journée entière là-haut, nous jouâmes, nous rîmes, insouciants, comme si rien ne pouvait jamais nous atteindre. Oncle Robert, fidèle à lui-même, jouait les clowns, feignant de trébucher au bord du plancher de la cabane pour me faire hurler de rire sous les faux reproches de Janet. Puis elle s'éclipsa pour préparer le déjeuner, et l'ambiance changea. J'étais penché à la fenêtre, regardant Janet s'éloigner vers la maison, quand je remarquai le silence. En me retournant, je vis qu'oncle Robert s'était assis sur le sol, le regard étrangement absent. Son sourire avait disparu, son visage s'était fermé. « Oncle Robert ?» demandai-je hésitant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il restait là, à triturer le bord de sa casquette comme si un poids trop lourd l'écrasait. Finalement, il prit la parole, d'une voix basse et prudente, comme s'il craignait d'être entendu. « Écoute, gamin, ta tante n'aime pas quand j'en parle. Elle dit que c'est des bêtises, mais j'ai besoin que tu écoutes. Tu grandis, et les grands, ils commencent à veiller plus tard, à traîner dehors une fois la nuit tombée. » Il s'arrêta un instant, réajusta sa casquette d'un geste fébrile, puis reprit. « C'est pour ça que je te le dis. » Ces mots s'accrochèrent à moi, comme une écharde impossible à extraire. Même après que son rire fut revenu, et que nous eûmes joué au jeu de société comme si de rien n'était, je ne parvenais pas à oublier la façon dont sa voix avait changé en parlant des bois. Ce n'était pas tant ce qu'il avait dit. C'était la manière dont il l'avait dit, comme quelqu'un qui avait vu quelque chose qu'il aurait préféré oublier. Plus tard dans la journée, quand tante Janet proposa une promenade en forêt, j'acceptais, autant pour me distraire que pour voir si la forêt pouvait me souffler une vérité que je n'avais pas encore comprise. Le soleil filtrait à travers l'épaisse canopée, tachetant le sol de lumière dorée. Les oiseaux s'appelaient au loin, et tout semblait normal, paisible même. Mais à mesure que nous avancions sous les arbres, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule, m'attendant presque à voir quelque chose. Oncle Robert, fidèle à son espièglerie, proposa une partie de cache-cache. J'en ris, un peu nerveusement, mais acceptai. Il n'était pas très doué pour se cacher. Quand je le trouvai accroupi sous un arbre, il bondit si brusquement qu'il se cogna la tête contre une branche basse. Un filet de sang coula sur sa tempe. Tante Janet le gronda avant de le ramener à la maison pour lui mettre un pansement. Je leur avais dit que je voulais rester un peu plus longtemps dans les bois. Tante Janet avait hésité, puis finit par accepter, me rappelant de rentrer avant le coucher du soleil. J'avais promis. Mais alors que leur silhouette disparaissait entre les arbres, l'avertissement de Robert me revint en mémoire. Il y a quelque chose dans la forêt. Je chassais cette pensée et décidai d'escalader un arbre. Grimper avait toujours été mon échappatoire, mon refuge. Je choisis l'un des plus hauts, ses branches s'étirant comme des doigts décharnés vers le ciel. Les premières prises furent faciles. Je grimpais plus haut, sentant l'écorce rugueuse érafler mes paumes, l'excitation de l'ascension vibrer dans mes veines. Mais, au fur et à mesure que je montais, la forêt se fit plus silencieuse. Je m'arrêtai un instant pour reprendre mon souffle et jeter un coup d'œil en bas. Le sol était terriblement loin. Mon estomac se serra. C'est à ce moment-là que je l'entendis, un craquement sec et distinct, juste au-dessus de moi. La branche que je tenais céda. Je tombais, le monde tournoyant autour de moi, mon cri s'arrachant à ma gorge. L'impact fut brutal.
instantané. Une douleur fulgurante explosa dans ma jambe gauche, irradiant en vagues brûlantes qui brouillèrent ma vision. J'essayais de me relever, mais ma jambe flancha sous mon poids, m'arrachant un hurlement de souffrance. Les larmes me montèrent aux yeux, tandis que je pressais mes paumes contre la terre humide, tentant de maîtriser ma respiration. Je savais qu'appeler à l'aide ne servirait à rien. La maison était trop loin. 2 choix s'offraient à moi. Attendre, en espérant qu'ils viennent me chercher, ou essayer de rentrer par mes propres moyens. Je choisis la seconde option. Me traîner sur le sol fut une torture. Chaque mouvement envoyait des éclats de douleur brûlante dans ma jambe. Après 10 minutes, je m'effondrais contre un tronc, haletant. Mes mains tremblaient lorsque je palpais ma jambe. Elle ne semblait pas cassée, sans doute une entorse, mais la douleur restait insoutenable. Je basculais ma tête contre l'écorce et fermais les yeux, juste pour souffler un instant. La forêt semblait vibrer autour de moi, chaque son amplifié par ma vulnérabilité. Le froissement des feuilles, un craquement lointain. Je me persuadais que ce n'était rien, juste le vent. Le cri d'un oiseau me fit sursauter, mais ce fut la prise de conscience du crépuscule qui me glaça le sang. Autour de moi, la forêt baignait dans une lumière irréelle, teintée d'orange, comme dans un rêve. Je me maudis d'avoir sombré dans le sommeil. J'aurais dû être rentré. À présent, les ombres s'allongeaient, la clarté déclinait rapidement, et j'étais encore perdu au cœur des bois. Je repris ma progression, rampant dans les broussailles, mes paumes s'écorchant contre les branches et les pierres. La sueur coulait sur mon front. Chaque mouvement envoyait une décharge de douleur le long de ma jambe. La lisière de la forêt me paraissait à une distance infinie, et l'avertissement d'oncle Robert résonnait dans ma tête. Ne reste pas dehors après la tombée de la nuit. Peut-être allaient-ils me chercher, pensais-je. Mais plus les minutes passaient, plus je sentais que je ne pouvais pas me permettre d'attendre. Mon corps me suppliait de m'arrêter, mais quelque chose au fond de moi refusait d'abandonner. Mes mains tremblaient, alors que je rampais en avant, chaque bruissement de feuilles, sous mes paumes, résonnant comme une alerte dans mon esprit. La voix de mon oncle, son avertissement, se mêlait maintenant au silence pesant de la forêt. Puis, les aboiements commencèrent, d'abord lointains, comme un chien quelque part, plus profondément dans les bois. Un soulagement me traversa, peut-être un animal de ferme, peut-être quelqu'un qui pourrait m'aider. Mais plus j'écoutais, plus une inquiétude sourde s'insinuait en moi. Ces aboiements sonnaient en faux, comme si la chose qui les produisait savait imiter un chien, mais sans en comprendre parfaitement la nature. C'était presque convaincant, presque. Mais il y avait une tonalité étrange, un accent trop net, trop calculé. Je me figeais, la forêt sembla frissonner autour de moi, une énergie rampante s'insinuant sous ma peau. Chaque fibre de mon être hurlait de fuir, de courir. Mais mon corps, trahi par la peur et la douleur, refusait d'obéir. Les aboiements se rapprochaient, plus forts, plus insistants. Et à cet instant, je ne pus plus faire semblant. Ce n'était pas un chien perdu. Une panique glaciale me submergea, et avant même de comprendre ce que je faisais, je me redressai tant bien que mal sur mes jambes tremblantes. Une douleur fulgurante traversa ma jambe gauche, comme un éclair, menaçant de me faire chuter à nouveau, mais la peur fut plus forte. Je boitais en avant, chaque pas ravivant l'agonie, ma respiration saccadée et brûlante. Les arbres se confondaient en une masse indistincte dans la pénombre, mais je connaissais la forêt assez bien pour retrouver mon chemin. Il fallait juste que j'atteigne la lisière, que je sorte des bois. Là, je serais en sécurité. Je devais l'être. La forêt semblait se refermer autour de moi alors que la dernière lueur du jour disparaissait. Les ombres s'étiraient, se tordaient. L'air était plus froid maintenant, pesant comme une chape de plomb. Mes pas étaient incertains, traînants, mais je ne m'arrêtais pas même quand j'entendis le bruissement. C'était d'abord un frémissement discret, quelque part derrière moi, un froissement léger de sous-bois dérangé. Puis les aboiements cessèrent, remplacés par quelque chose de pire. Un grondement, bas, profond, guttural. Il vibra dans l'air comme un avertissement, nouant mon estomac d'effroi. Ma respiration se bloqua dans ma gorge lorsque je jetai un regard par-dessus mon épaule. Je ne vis rien, mais je l'entendais. Quelque chose d'imposant, avançant plus vite à présent, réduisant la distance. L'adrénaline explosa dans mes veines et je fis la seule chose possible. Je courus. Chaque pas était une souffrance, ma jambe blessée peinant à me porter, mais je courus comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. La forêt défilait en un chaos d'ombre, le sol inégal menaçant de me faire trébucher, mais ralentir était impensable. Le grondement derrière moi s'était transformé en halètement, si proche qu'il semblait glisser sur ma nuque. Ce qui me poursuivait était rapide, trop rapide. S'effouler, non, c'est pas, frappait la terre avec une lourdeur qui me glaça le sang. Puis, au loin, entre les troncs noirs, je l'aperçus, la lisière de la forêt, une mince ouverture entre les ténèbres. L'espoir s'y accrochait, fragile. Mon souffle était un feu dans ma poitrine, mes yeux s'embuaient de larmes de douleur et de terreur. Mes jambes menacèrent de céder sous moi, mais je continuais, porté par un instinct brut, ancestral.
Derrière moi, le grondement se mua en un grognement féroce, si sauvage qu'il lacéra l'air comme une lame. Mon cœur battit à tout rompre. Il était là, trop près. Il allait me rattraper. Je compris alors une vérité terrifiante. Je n'atteindrai jamais la maison, pas avec cette chose sur mes talons. Mon regard fouilla la clairière en quête d'un miracle, et je le vis. La cabane, dans l'arbre. Juste devant moi, sa silhouette se découpait sur le ciel argenté par la lune. Mes jambes se mirent en mouvement avant même que mon esprit ne réalise. Je me ruai vers l'échelle de corde qui pendait du tronc, mes doigts s'y agrippant avec une force désespérée. Mes mains tremblaient, glissaient sur les fibres humides, mais je m'arrêtai du sol, tirant mon corps meurtri à chaque barreau, centimètre par centimètre. Sous moi, les pas frappèrent le sol en un rythme assourdissant, puis, d'un ultime effort, je me hissai à l'intérieur de la cabane et tirai l'échelle à ma suite, avant de m'effondrer sur le plancher de bois, le souffle court. Ce n'était rien de plus que quelques planches clouées ensemble, un abri d'enfants à demi en ruine, mais en cet instant, c'était une forteresse. Rampant vers une ouverture, je jetai un coup d'œil en contrebas, scrutant la clairière. La lune inondait tout de sa lumière blafarde, et c'est là que je le vis. Juste en dessous de moi, il tournait en rond, traçant des cercles lents comme un prédateur jaugeant sa proie. À première vue, on aurait pu croire à un chien, un énorme chien sale, son pelage hérissé en touffes irrégulières, sa gueule retroussée en un rictus écumant de bave. Mais plus je l'observais, plus un frisson glacial me parcourait. Ce n'était pas un chien, ce n'était rien de ce qui aurait dû exister. Ses mouvements étaient trop précis, trop faux. Sa tête massive oscillait lentement, cherchant. Ses grognements vibraient à travers le bois sous moi. Je reculai vers une autre ouverture, suivant son manège. Il tournait encore. Puis il s'arrêta, juste sous l'entrée de la cabane. Je me figeai. Son museau se leva et nos regards se croisèrent. Ce n'étaient pas des yeux d'animal, deux fosses noires, vides. Elles s'y ne reflétaient rien, sinon un abîme profond, affamé, quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'aurait jamais dû être là. Plus je le fixais, plus je sentais quelque chose s'arracher en moi, un malaise rampant, une faiblesse grandissante. L'avertissement de mon oncle résonna dans mon crâne, mais ce n'était plus un simple conseil. Il y a quelque chose dans la forêt. La panique me saisit la poitrine et sans réfléchir, je criai « Dégage! Va-t'en! Laisse-moi tranquille !» Le monde sembla retenir son souffle. Puis la créature poussa un hurlement, un cri qui ne ressemblait à rien de terrestre, un son brut, déchirant, une vibration qui lacéra la nuit et sembla éventrer l'air lui-même. Mes mains plaquèrent mes oreilles, mais le son s'enfonça en moi, perçant jusqu'à mon crâne. Et alors, la chose se redressa. Il se redressa sur ses pattes arrière, dominant l'obscurité de toute sa hauteur, plus de 2 mètres de cauchemar. Je ne pouvais pas détourner les yeux, il était là, monstrueux, impossible, figé dans une attente étrange, comme s'il pesait le pour et le contre. Allait-il grimper après moi ? Un silence suspendu, puis il poussa un hurlement qui fit trembler la cabane jusqu'à ses fondations. Un son primal, déchirant, qui vibra à travers le bois et la nuit elle-même. Et soudain, il tourna les talons et s'enfuit, bondissant sur ses pattes arrière vers la forêt. Ses mouvements étaient aussi dérangeants que tout le reste, une course contre nature qui défiait toute logique. Je me précipitai vers l'autre fenêtre, le souffle court, et le regardai disparaître dans les ombres des arbres. Son corps se fondit dans l'obscurité, avalé par la nuit. Je restai là, tremblante, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Ma respiration, saccadée, était la seule chose que j'entendais maintenant. Puis le silence s'installa, un silence si profond qu'il me fit frissonner. Ce n'est que lorsque j'eus la certitude qu'il ne reviendrait pas, que je lâchai l'échelle et descendis prudemment. Chaque mouvement envoyait des vagues de douleur dans ma jambe blessée, mais je m'accrochais. Dès que mes pieds ne touchèrent le sol, la douleur vive de ma cheville foulée me coupa le souffle. Mais je n'avais pas le luxe de m'attarder là-dessus. Il fallait que je rentre à la maison. La marche jusqu'au perron me sembla interminable. Chaque bruissement dans les bois me faisait sursauter, mon cœur cognant contre mes côtes comme un oiseau affolé. Lorsque j'arrivai enfin devant la porte, un frisson me parcourut. Il y avait un petit mot épinglé dessus. « Ma chère Clover, ton oncle et moi sommes à l'hôpital. Il s'est senti très faible et j'ai préféré qu'un médecin l'examine. Utilise la clé de secours pour entrer. Je ne sais pas quand nous serons de retour, mais je sais que tu peux rester seule quelques heures. Tu es une grande fille, après tout. Avec amour, Jeannette. » Mes doigts tremblaient alors que je fouillais sous le paillasson pour trouver la clé. Je déverrouillai la porte et pénétrai à l'intérieur. La maison était trop silencieuse. Les ombres dans les coins me paraissaient plus épaisses que d'habitude, prêtes à se refermer sur moi. Je tournai la clé dans la serrure et allai vérifier chaque fenêtre, une par une, les verrouillant toutes avec soin. Ce n'est qu'une fois cette tâche accomplie que je m'effondrai sur le canapé. Mes mains tremblaient alors que je retirais ma chaussure et ma chaussette. Ma cheville était enflée, parsemée d'échymoses violacées. Mon Dieu! Clover, qu'est-ce qui t'est arrivé? La voix de tante Jeannette me heurta de plein fouet, aiguë, affolée.
Elle se précipita vers moi, ses mains tremblant autant que les miennes. « Je suis tombé d'un arbre », répondis-je d'un ton étonnamment calme, comme si quelqu'un d'autre parlait à ma place. Son visage se décomposa. « Oh non, on n'aurait jamais dû te laisser seule. Je suis tellement désolé. » Sa voix se brisa, et je vis ses yeux s'embuer de larmes. « On va t'emmener à l'hôpital tout de suite. » Mon oncle Robert, la tête soigneusement bandée, semblait aller un peu mieux que plus tôt. Il se baissa sans hésiter et me souleva dans ses bras, me portant avec une facilité surprenante. « T'en fais pas, Clover, je te tiens, » dit-il, en esquissant un petit sourire qui se voulait rassurant. Il m'emporta jusqu'à la voiture et ajouta, en plaisantant, « Les infirmières vont être ravies de nous revoir ce soir. »« Robert, tais-toi, » siffla Jeannette, son ton sec trahissant son inquiétude alors qu'elle s'installait au volant. Je baissai les yeux vers ma cheville meurtrie, mes vêtements déchirés. Tout ce qui venait d'arriver me tournait encore dans la tête, comme un mauvais rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. Mon oncle s'installa à l'arrière avec moi. Son expression changea. Il se pencha légèrement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il s'est passé autre chose, pas vrai? Je restai un instant sans répondre, la gorge nouée. Puis, d'une voix étouffée, je finis par murmurer « Il y avait des animaux sauvages dans la forêt. J'ai dû courir pour rentrer. » Il ne répondit pas tout de suite, mais le regard qu'il me lança, un regard chargé de compréhension, de quelque chose d'autre aussi. Il savait, il n'avait pas besoin d'en demander plus. Le reste du trajet se déroula dans un silence pesant, seulement troublé par le flot incessant d'excuses de tante Jeannette. Lorsque nous arrivâmes à l'hôpital, un médecin me prit en charge immédiatement. Comme je le redoutais, ma cheville s'était foulée. La chute avait aussi tordu ma jambe, laissant une profonde contusion sur mon genou gauche. Ils bandèrent ma cheville et me donnèrent des antidouleurs, mais rien de tout cela ne pouvait apaiser la tempête qui grondait dans mon esprit. Cette nuit-là, le sommeil me fuit. La douleur dans ma jambe était insignifiante comparée aux images qui tournaient en boucle dans ma tête, ces yeux brillants dans l'obscurité, cette silhouette dressée sur deux jambes, ce grondement sourd qui avait fait vibrer la cabane. Allongé sur mon lit d'hôpital, les yeux rivés au plafond, je me demandais comment oncle Robert avait pu rester dans cette maison après avoir vu ce qu'il avait vu. Pourquoi n'avait-il pas tout abandonné pour fuir le comté de Wexford dès sa première rencontre avec cette chose? Je ne revis jamais la créature. J'hésite encore à l'appeler un chien, car au fond de moi, je sais que ce n'en était pas un. Quoi que c'était, ça n'appartenait pas à ce monde. Je ne passai plus que 2 étés chez ma tante et mon oncle après cet événement, mais plus rien ne fut jamais pareil. La maison, la prairie, la forêt, tout me semblait souillé. Chaque nuit que j'y passais était hantée par le souvenir de cette course effrénée. Et certaines nuits, quand la maison sombrait dans un silence absolu et que le monde entier dormait, je jurerais avoir entendu des pas furtifs tourner autour. Pendant des années, ces souvenirs restèrent enfouis, relégués aux confins de mon esprit, là où ils ne pouvaient de plus m'atteindre. Je me persuadais que tout cela n'était que le fruit de l'imagination d'un enfant trop impressionnable. Mais aujourd'hui, ils ont ressurgi avec la violence d'un barrage qui cède. Tout a commencé quand j'ai allumé la radio. Une vieille chanson inconnue résonnait sur les ondes, une étrange pièce narrée intitulée « La légende ». La voix du narrateur s'éleva, racontant l'histoire de créatures rôdant dans les forêts du Michigan, des hommes-chiens qui traquent les âmes égarées. Mon cœur s'arrêta. D'un coup, j'étais de retour dans la cabane, figé, le regard plongé dans celui de cette chose impossible qui se tenait debout sous moi. Depuis, je ne pense plus qu'à ça. Quelque part, dans l'épaisseur des forêts du comté de Wexford, ces créatures errent encore. Et là-bas, sur un vieux tronc oublié, subsistent peut-être les vestiges de la cabane qui m'a sauvé, un témoin silencieux du cauchemar auquel j'ai échappé de justesse. Je me demande comment va oncle Robert, et je me demande s'il a déjà entendu la légende. Mon nom, c'est Sully, et je vis dans les montagnes Ozarks, en Arkansas. J'y suis né, j'y ai grandi, et sans doute que j'y mourrai aussi. Ces collines coulent dans mes veines. Depuis que je suis môme, j'accompagne mon père à la chasse. Il m'a appris tout ce que je sais sur ces bois. Mais il y a autre chose dans ces montagnes, quelque chose d'ancien et d'obscur. Un frisson invisible qui parcourt votre peau si vous tendez l'oreille trop longtemps. J'ai toujours eu un faible pour le surnaturel. Les Dogmen, le Bigfoot, les Skinwalkers, les Wendigo, toutes ces histoires m'ont toujours captivé. Mais ici, en Arkansas, on a notre propre légende. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, considérez-vous chanceux. On l'appelle le hurleur des Ozarks. Et laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas une simple histoire de feu de camp. C'est bien réel. Je le sais, parce que je l'ai vu. Ça s'est passé une nuit glaciale et brumeuse, loin dans les montagnes. Mon père et moi étions partis chercher du bois de chauffage pour le chalet, celui qu'on avait construit à la sueur de nos mains. Ma famille vit ici depuis des générations. Mon père, son père avant lui, et encore avant.
Chez nous, la famille assez réduite. Juste moi, ma belle-mère et mes 2 petits frères et sœurs. J'ai 21 ans maintenant, l'aîné, et j'ai quelques armes que je garde toujours propres et prêtes à l'emploi. La chasse, c'est notre héritage. Et on porte avec nous les armes de nos ancêtres. Un Winchester Repeater des années 1870 et un fusil Krag Jorgensen hérité de mon grand-père. Ces fusils ont vu des choses que je préférerais ne pas savoir. Cet hiver-là, la chasse était maigre, pas de cerfs, juste quelques ours et 1 ou 2 cougars. Ce n'était pas normal, pas pour ces bois. On fendait du bois quand on l'a entendu. Un hurlement qui semblait remonter des entrailles même de la terre. J'ai entendu des hurlements toute ma vie. Des coyotes, des renards, le cri lugubre d'un puma. Mais ça, c'était différent, long, profond. Il s'attardait dans l'air comme s'il cherchait à s'accrocher à quelque chose. Et il résonnait à des endroits où il n'aurait pas dû. Mon père, le front perlé de sueur malgré le froid, se tourna vers moi. « Alors, mon grand, ça avance ?» demanda-t-il d'une voix trop posée. Mais ses yeux n'avaient jamais été aussi inquiets. « Ça va, dis-je. Mais il fait plus froid que d'habitude ce soir. Tu crois qu'on devrait chasser? Les gosses auront faim. »« Ouais, » répondit mon père en hochant la tête. « On ne va pas faire attendre la famille. » Alors on rentra dans la cabane, on attrapa notre équipement, mon Winchester et mon arbalète, dans son Krag Jorgensen et son fusil à pompe, puis on prévint ma belle-mère qu'on ne tarderait pas. Ensuite, on s'enfonça dans la nuit glaciale et hivernale. On suivit un sentier qu'on connaissait bien, espérant tomber sur un cerf ou une biche. La lune était pleine, et sa lumière donnait au manteau neigeux des reflets d'argent. Tout aurait dû sembler familier, mais ce n'était pas le cas. La forêt était trop silencieuse, d'un silence oppressant, du genre qui vous écrase et vous fait vous sentir vulnérable. J'avais cette sensation étrange, comme si quelque chose nous observait. Le seul bruit venait de nos pas crissant sur la neige et du battement sourd de mon cœur. Puis ça recommença, le hurlement, plus fort, plus proche. Je me figeai sur place. Ma respiration se fit courte, presque trop bruyante, trop évidente. Je lançai un regard à mon père. Il serrait son fusil si fort que ses phalanges en étaient reblanchies. « C'était quoi, à ton avis ?» soufflai-je. Il secoua la tête, la voix basse. « J'en sais rien, fiston. Mais on doit la fermer. Trouvons un cerf et rentrons. » Mais ses mains tremblaient. Mon père, cet homme massif capable d'abattre un arbre en quelques coups de hache, celui qui n'avait jamais bronché face à un ours enragé ou à un cougar prêt à bondir, avait peur. Ça aurait dû suffire à me faire rebrousser chemin. Mais il avançait. Alors je le suivis. C'est comme ça qu'on fait ici. On fait confiance à sa famille, même quand tout, dans votre instinct, vous hurle de fuir. On continua d'avancer. Peu à peu, la forêt sembla reprendre vie. Les grillons reprirent leur chant, le vent souffla à travers les pins, et l'espace d'un instant, j'eus l'impression que tout allait bien. Mais au fond, je savais, quelque chose était là, quelque chose qui nous observait, et ce n'était pas fini avec nous. Minuit passé, cette heure étrange où les ombres semblent prendre vie, murmurant des secrets qu'on préférerait ne jamais entendre. J'étais juste reconnaissant d'avoir réussi à regagner le camp en un seul morceau. Quelle nuit! Putain de nuit, vraiment! Mes jambes étaient en feu, mes mains tremblaient, mais l'odeur de la nourriture flottait dans l'air. Viande grillée, bois brûlé, toutes ces senteurs qui riment avec survie. J'en avais besoin. Après cette nuit? Ouais, je l'avais mérité. Le feu projetait des lueurs dansantes sur les visages de mes compagnons. J'entendais leur brouhaha habituel, des rires gras, des blagues douteuses, un bruit de fond familier. « Rick, t'es vivant !» La voix de Sarah fendit le tumulte. On commençait à croire que t'étais mort ou un truc du genre. J'approchais en traînant les pieds. Puis je vis leurs visages changer. Leurs rires s'étranglèrent en plein vol. Les sourires se figèrent, se tordirent entre le choc et l'incrédulité. « Mec, c'est quoi ce bordel ?» La voix de Gary claqua, tranchante, presque accusatrice. « Oh merde !» murmura quelqu'un. « Aïe !» Un autre commentaire soufflait du fond du groupe. Je me laissais tomber sur le rondin le plus proche, un grognement m'échappant tandis que j'étirais mes jambes. Mon jean était en lambeaux, mon corps couvert de coupures et d'échymoses. « Ouais, » soufflai-je en agitant la main. « Laissez-moi respirer 2 secondes. »« J'espère qu'il y a une sacrée histoire derrière ça » lança Mike en me tendant une bière. Il s'approche, plissant les yeux pour mieux voir mon état. « T'as encore fait quoi ?» Je jetai un regard circulaire. Mes amis, mes cousins, une bande de charognards prêts à se jeter sur la moindre miette de mon récit. Je pris une longue gorgée de bière. Le froid du breuvage piqua ma gorge. Puis, machinalement, j'essuyai la canette contre la déchirure de mon pantalon. Erreur. La douleur explosa. Un éclair brûlant me traversa la jambe. Je serrai les dents, étouffant un juron. Bon. Je me penchai en avant. Autour du feu, le silence tomba d'un coup. Ils attendaient. Vous vous souvenez de mon appart en ville ?
celui que j'ai pris il y a quelques mois. Quelques hochements de tête. Ils étaient suspendus à mes lèvres. Et moi, je savais pas encore si j'étais prêt à leur raconter tout. L'idée, à la base, c'était d'avoir un petit refuge, un endroit où je pouvais faire mon truc sans que personne ne vienne poser de questions. Et le centre-ville, c'est parfait pour ça. Plein de clubs, plein d'endroits où casser la croûte, et surtout, plein de gens intéressants à rencontrer. Donc, il y a quelques semaines, j'ai testé un nouveau club, l'Oberon. Le nom flotta un instant dans l'air, suspendu comme un fantôme. Je vis quelques sourcils se hausser, je souris en coin et repris. Cet endroit, c'était du grand n'importe quoi, du genre où tout le monde se déguise. Fée, minotaure, satyre. Pas obligé, mais si tu jouais le jeu, t'avais des avantages. Réduc sur les verres, entrée moins chère. Et moi, tu me connais, je peux pas dire non à une bonne affaire. Donc quoi? T'es venu en fée clochette? Se moqua Sarah, déclenchant un éclat de rire. Nan, répliquai-je en secouant la tête. Un truc plus simple, mais ça a fait son effet. Bref, la foule là-bas, elle était variée. Gay, hétéro, trans, peu importe, même des furies. J'ai rencontré un gars déguisé en homme-bouc, mignon, le type. On a accroché direct, on a échangé des verres, des histoires. Il était à fond sur moi, mais le club commençait à être trop bondé. Je marquais une pause, avalais une gorgée de bière, laissais le moment s'étirer. Du coup, je lui dis « Viens, on va prendre l'air, dans l'allée derrière », histoire de se rafraîchir. On sort, et là, ça commence à devenir intéressant. Puis, je la vois, une fille, au bout de l'allée, en tenue de fée, juste là, immobile, qui nous regarde. « T'as fait quoi ?» demanda Gary, penché en avant. Je lui ai crié de venir nous rejoindre. L'homme bouc, lui, il kiffait l'idée. Il était genre « Allez, petite fée, viens voir Pan, on va bien s'amuser. » Mais elle a juste levé la main, nous a fait un signe comme si elle chassait des mouches. Puis elle a disparu, au détour du mur. Bizarre, mais bon. Un frisson me remonta l'échine. Même maintenant, y repenser me filait un drôle de goût dans la bouche. 2 jours plus tard, l'Oberon organisait une soirée VIP. Un gros événement, énorme battage médiatique. J'ai payé une fortune pour y entrer. Ça valait le coup? Lâcha Sarah, pas impressionnée. Oh, carrément. Je souris, mais la douleur me transperça les côtes comme une lame. Je grimaçai, posai une main sur mon flanc. Le sourire s'effaça. Quelque chose de plus sombre prit sa place. Sauf que c'est là que ça a commencé à vraiment dégénérer. Mais à l'intérieur de l'Oberon, ce soir-là, j'ai rencontré une rouquine qui semblait sortie d'un croisement entre Alice au pays des merveilles et Dorothy du magicien d'Oz, innocente, mais avec juste ce qu'il faut d'audace pour me donner envie d'en savoir plus. On a accroché direct. Très vite, on quittait le club ensemble. C'est là que je l'ai revue. La fille a fait, toujours la même, toujours en arrière-plan, comme une ombre qui refusait de disparaître. Elle discutait avec un type, mais ses yeux revenaient sans cesse sur moi. Je lui ai fait un signe. Elle a levé son verre avec un sourire en coin avant de se détourner. Mais même après ça, je sentais encore son regard sur moi. J'ai haussé les épaules et suis rentré avec la rouquine. On a dîné puis... Enfin, disons que j'ai bien dormi cette nuit-là. Les semaines suivantes, c'est devenu une routine. Soirée à l'Oberon, rencontre et retour à l'appart. Mais quelque chose a changé. Des détails, des petits riens qui n'avaient rien à faire là. Des objets déplacés, des tiroirs entr'ouverts, alors que je ne les avais pas touchés. Et puis cette odeur, une odeur de terre humide, de feuilles en décomposition, subtile, persistante. Une nuit, j'ai trouvé un truc sous ma porte, un morceau de tissu fin, en forme d'aile. Pas un accessoire de déguisement, ça faisait trop vrai. Jackson, fidèle à lui-même, a explosé de rire quand je lui ai raconté. « Alors, la petite fée t'a suivi chez toi, hein ?» J'ai ri aussi, mais au fond, je savais pas si je devais être inquiet ou intrigué. Je l'avais jamais vraiment vue de près, mais il y avait quelque chose chez elle, quelque chose de magnétique, et ce mystère-là, ouais, il commençait à vraiment m'obséder. Oberon m'avait accroché, ce n'était pas juste l'ambiance du club, c'était elle. Elle était toujours là, planant à la lisière de mes nuits, ne s'approchant jamais trop près, mais ne disparaissant jamais complètement. Elle regardait, elle attendait, puis est venue cette nuit dans l'allée. J'étais avec un mec. Les choses commençaient à chauffer, mais comme d'habitude, elle était là, en retrait, dans l'ombre, juste là, immobile, à me fixer. Mon rencard aperçut l'atmosphère, a décidé de se tirer, et je n'avais pas l'énergie de le poursuivre. Frustré, j'ai décidé de mettre fin à la soirée, mais en rentrant chez moi, je jure l'avoir vue. Dehors, devant ma fenêtre. Juste là, immobile. Mais quand je suis allé vérifier, elle avait disparu, comme une ombre engloutie par l'obscurité. Ce soir-là, j'avais décidé que c'en était fini de jouer à ce petit jeu.
Si elle apparaissait cette fois, on allait discuter. Il fallait que je sache ce qu'elle me voulait. Elle hantait mes nuits depuis trop longtemps, et honnêtement, ça commençait à me rendre fou. Au club, je restais sur le qui-vive, guettant la moindre apparition. Pas de signe d'elle. J'ai dragué quelques personnes, histoire de me distraire, mais une partie de moi scrutait la foule, à la recherche de cette étincelle de sa présence. Rien. Alors, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, un type audacieux, un peu agressif, and we slipped into the alley. Elle était là, cette fois, plus près. Elle était restée à l'ombre, observant, ses yeux brillants d'une lueur étrange, comme si elle savait quelque chose que je n'avais pas encore compris. « Ça a l'air sympa », dit-elle, sa voix perçant la nuit. Je me figeai un instant, puis esquissai un sourire en coin. « Alors, viens nous rejoindre », je lançai à moitié sérieux. Ma curiosité pour elle s'était transformée en quelque chose de plus sombre, un désir de comprendre quelque chose que je ne saisissais pas encore, mais que je ne pouvais plus ignorer. « Ça va », elle répondit, restée dans les ténèbres. « Je viens juste jeter un œil. »« Jeter un œil », répliquai-je, repoussant la fille que j'avais avec moi. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?»« Il y a des gens qui disparaissent par ici, » dit-elle d'un ton calme, presque détaché. Je voulais voir ce qui se passait. Je la regardais fixement, mon irritation bouillonnant. « Merci pour l'attention, mais soit tu viens, soit tu dégages. Je n'aime pas qu'on m'interrompe. » Elle ne bougea pas un frisson, pas un geste. Elle restait là, à m'observer. « C'est bon, là !» Je grognais en m'approchant d'elle. « Je sais que c'est toi qui traînes devant chez moi, qui me suis partout en ville. » Toujours, elle ne bougeait pas. J'étais ivre, énervé et fatigué de tous ces jeux. Et là, ça m'a frappé. Elle avait toujours un verre à la main. Peut-être qu'elle était aussi saoule. Peut-être que c'était ma chance d'obtenir des réponses. Bon, murmurai-je pour moi-même. Tant pis. Je n'en avais plus rien à foutre de qui pourrait me voir. Ce qui se passait entre elle et moi devait se terminer ce soir, d'une manière ou d'une autre. Le rire de Gary éclata dans la nuit. « Ah, t'as laissé sortir le loup, hein ?» Dan se pencha en avant, les yeux brillants d'excitation. « Allez, dis-moi, t'as laissé sortir le loup, non ?»« Carrément, je me suis transformé en putain de loup, » dis-je, en me relevant péniblement, bien que chaque articulation me criait de douleur. Je gonflais la poitrine, écartant les bras comme pour exhiber mes cicatrices de guerre. Et honnêtement, c'était glorieux. Être un dogman, ça a ses avantages. La puissance, l'adrénaline, et, ouais, les côtés plus sombres, comme foutre une trouille monstre à n'importe qui assez idiot pour s'aventurer dans tes bois, ou séduire une créature de passage dans un club et faire de son corps ton dîner, littéralement. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un frisson, c'était la survie. Mes os se sont mis à craquer, se tordre, se reformer. Mon museau s'est allongé, mes crocs ont percé mes gencives, aussi tranchants que des rasoirs. La transformation m'a traversé comme une décharge, mais une fois terminée, la douleur n'avait plus d'importance. J'ai hurlé. Mon Dieu, que j'ai hurlé. Ça a résonné dans l'allée, un cri primal qui, d'habitude, faisait fuir les gens en courant. Mais pas elle. La fille de la fée n'a pas bronché, n'a pas reculé, n'a même pas cligné des yeux. Elle est juste restée là, les yeux rivés sur les miens, puis elle a souri. Elle a fait quoi? Une voix s'éleva à l'arrière du groupe. Elle a souri, répétai-je d'un ton neutre. Aucune émotion, aucune exagération. Tu t'es transformé en loup, et elle sourit? Sarah semblait totalement incrédule. Ouais, dis-je, le mot tombant dans la pièce comme une pierre dans un puits sans fond. Et là, ça a pris une tournure encore plus étrange. Ses mains se sont mises à briller, une lueur étrange, orange-ambre, qui pulsait comme un battement de cœur. Ses yeux s'illuminèrent aussi, de la même couleur, puis ses veines ont commencé à briller, comme de la lave en fusion parcourant son corps. C'était irréel, comme si je voyais un volcan vivant sous forme humaine, et puis elle a chargé. Elle a fait quoi? La voix de Gary trembla d'incrédulité. De la lave, murmura quelqu'un. Elle brillait? Mike semblait avoir perdu tout sens de la réalité. Écoutez, c'est rare, vraiment rare, qu'un de nous, les dogmen, se transforme en loup devant quelqu'un et ne le tue pas. C'est instinctif. Tu vois une menace, tu l'élimines, ou au moins tu l'abîmes suffisamment pour qu'elle revienne te voir plus tard. Mais cette fois-ci, alors, qu'est-ce que t'as fait? Demanda Sarah, se penchant en avant, comme si elle attendait la chute. Je déglutis difficilement, ma voix tombant d'un coup. J'ai dégagé aussi vite que possible. Le feu de camp explosa de rire, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans mon ton. Ils ne comprenaient pas, ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas là, ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Une fée lumineuse, inhumaine, fonçant droit vers un dogman, souriant comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas. J'ai couru. Je ne parle pas de trottiné ou de sprinter. J'ai couru.
Je suis plus rapide qu'une voiture en ville, je peux sauter comme un athlète olympique sous stéroïdes, grimper comme une araignée dopée, et je suis plus fort que 5 hommes adultes réunis. Et pourtant, j'ai foutu le camp à toute vitesse. Et elle a suivi. Peu importe combien je courais vite, peu importe combien de coins je tournais, elle était là, sans effort, silencieuse, réduisant l'écart comme si de rien n'était. Je pouvais entendre ses pas, légers, réguliers, implacables. Quand j'ai tourné le dernier coin, je l'ai senti. Sa main, petite mais forte, m'a saisi par la nuque. En un mouvement fluide, elle m'a retourné et projeté contre un mur. J'ai frappé fort. Les briques ont mordu dans mon dos, l'air s'échappant de mes poumons. J'étais étourdi, des étoiles dans la vue. Mais même dans cet état, même en luttant pour comprendre ce qui venait de se passer, je savais que je devais riposter. Je ne voulais pas. Dieu sait que je ne voulais pas. Mais il le fallait. Et après, demanda quelqu'un, le groupe maintenant plongé dans un silence total, suspendu à mes lèvres. J'ai pris une raclée, dis-je d'une voix basse, la tête baissée. La douleur d'admettre ça faisait presque aussi mal que les bleus. Ils me fixaient, la bouche ouverte, la lumière du feu dansant sur leur visage abasourdi. Même Sarah, la reine du sarcasme, n'avait pas de réplique à ça. La fille de la fée était restée là, au-dessus de moi, ses yeux couleur ambre, brûlant comme un feu infernal, ancré dans les miens. Je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas me battre. J'étais brisé, écrasé sous le poids de ma défaite et de son regard. « Vas-y !» crachai-je, un mélange de rage et de terreur bouillonnant en moi. « Tuez-moi, toi, maudite chasseuse, je vous déteste, tous vous. » Elle éclata de rire. Vraiment, elle a ri. Un son qui ressemblait à du verre brisé et au crépitement du feu en même temps. « Chasseresse, tu penses que je suis une chasseuse, espèce d'idiot, dit-elle, penchant la tête comme si j'étais un chiot perdu. Si j'étais une chasseuse, tu serais déjà mort. Je t'aurais tué, il y a des semaines. Ah, attends, tu pensais que j'essayais de flairer ton clan? Je me figeais. Bien sûr, j'avais pensé ça. Pourquoi d'autres m'auraient-elles suivi, du club à chez moi? Pourquoi m'observait-elle, hochant la tête comme si elle savait quelque chose que j'ignorais? Pourquoi d'autres tu me suivrais? Pourquoi tu me traquerais? Demandai-je, ma voix tremblant de la peur que je ne pouvais plus cacher. Son regard de feu se radoucit, un peu. Écoute, dit-elle en haussant les épaules, j'aime le lapin, j'aime le poulet, j'aime le poulpe frit, j'aime la nourriture aussi, mais ce que je n'aime pas, c'est quand des gens ou des monstres torturent, terrorisent et jouent avec leur nourriture. Je comprends pas, dis-je, ma confusion palpable, comme un brouillard que je ne pouvais traverser. Elle se pencha un peu plus près, sa voix tranchante mais pas méchante. Toi, tu aimes les humains, je pige, t'aimes les séduire, t'amuser un peu, puis les manger, c'est ton truc. Je suis pas là pour te juger, pour être un prédateur, tu sais. Mon peuple est au menu après tout. Mais moi, quand je chasse, je trouve, je capture, je tue, je mange, pas de jeu, pas de cruauté. Elle me redressa alors, comme si je ne pesais rien. Ses mains, toujours légèrement illuminées par cette lueur orange lave, époussetèrent mes poils d'une calme étrange. Je t'ai observé pour m'assurer que toi, ou ton clan, ne franchissiez pas cette ligne. C'est tout. Je me fiche que tu manges des humains. Ce qui me dérange, c'est comment tu les manges. Ses yeux s'enfoncèrent dans les miens, et pour la première fois, je vis quelque chose derrière le feu. Quelque chose d'ancien, quelque chose de sage. Ne panique pas, ajouta-t-elle avec un sourire. Je sais pour ton clan. En fait, je t'ai sauvé ce soir. Quelqu'un d'autre te chassait pendant que tu t'amusais dans l'allée. Mais ne t'inquiète pas, je m'en suis occupé. De rien, et je crois que t'es plutôt mignon pour un truc loup. Je pouvais voir sur les visages de mes amis qu'ils étaient aussi abasourdis que je l'avais été. Leur rire avait disparu, remplacé par un silence total. Elle m'a dit une dernière chose, dis-je, ma voix portant le poids de son avertissement. Si notre but, à nous, dans cette ville, c'est de terroriser les humains, de jouer avec eux pour le sport, elle nous anéantira. Tous. Elle bluffe pas. Je l'ai vu dans ses yeux. Je me rassis, mon corps en douleur, les souvenirs toujours frais. Le feu crépitait alors que j'ajoutais « Elle m'a laissé un avertissement à vous donner ». Le groupe se pencha plus près, leurs ombres s'allongeant sous la lumière de la lune. « Qu'est-ce que c'était » chuchota quelqu'un. Je les regardais un à un, puis je dis « Ne jouez pas avec votre nourriture ». Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme de la fumée, lourds et indestructibles. Autour de moi, les premiers signes de la transformation lunaire ondulaient à travers les autres. Les os craquaient, la fourrure poussait, les yeux brillaient. Je ne pouvais pas les rejoindre. Pas ce soir. J'étais trop épuisé, trop effrayé. Et alors qu'ils commençaient leur transformation, je la vis. Haut dans les arbres, silhouette découpée par la lumière de la lune, ses veines brillant de cette même lueur orange-ambre. Elle n'était pas partie. Elle observait, attendant. Je m'allongeais sur le sol, fermant les yeux, la fatigue et la peur m'envahissant. Un vœu tourbillonnait dans ma tête encore et encore.
Je ne mangerai plus jamais un humain. Mes soirées en boîte sont finies.